demande petite vidéo pour parler donc de cette vidéo CNews qui circule pas mal en ce moment sur Facebook, sur les réseaux. Vous avez aussi le même genre de vidéo mais avec Martin Blachier qui est interviewé. C'est un peu moins teinté, un peu plus neutre. Donc nous allons parler de ce qui est dit par cette personne. L'analyse de l'activité Donc, hospitalière 2020, qui a fait ça? C'est officiel. alors oui, c'est l'ATIH, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Elle est chargée de récolter, de compiler toutes les données sur les hospitalisations. Et on s'aperçoit qu'en 2020, seulement 2% des hospitalisations étaient liées au Covid. Alors certes, ce sont des hospitalisations qui durent un petit peu plus longtemps que... Vous avez entendu, certes, ce sont des hospitalisations qui durent un petit peu plus longtemps. Alors cette personne, donc Marie-Estelle Dupont, d'ailleurs, j'avais pas fait attention, elle est psychologue et auteure. Alors il y a même deux choses à dire. Psychologue, ça veut dire qu'elle n'est pas diplômée de infectiologie, de santé publique. Donc c'est une personne qui est aussi apte que votre boulanger ou que moi-même pour vous parler de ces sujets-là. Donc elle n'est pas spécialement plus compétente que moi ou que vous, à moins que vous soyez justement infectiologue ou docteur en santé publique ou des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que ce qu'elle va dire est faux, ça veut juste dire que, petite sonnette d'alarme, elle n'est pas plus compétente qu'une autre personne pour en parler. Auteur, ça veut dire qu'elle gagne de l'argent en publiant des livres. Ça veut donc dire que plus elle est connue, plus elle place sur les plateaux télé comme ça, plus elle gagne de l'argent. Donc elle a un intérêt financier à le faire. Un conflit d'intérêt, c'est comme le fait de ne pas être du métier en question. Ça ne veut pas dire que ce qu'elle dit est faux. Ça veut dire qu'elle n'a pas la formation, ni l'expérience, ni l'habitude de parler et de travailler sur ce qu'elle va dire. Donc ce sont deux petites sonnettes d'alarme qui normalement doivent vous faire dire attention, c'est à prendre avec des pincettes ce qu'elle va dire. Il faut déjà le faire en temps normal pour tout le monde, mais d'autant plus pour des gens qui ont des conflits d'intérêt et d'autant plus pour des gens qui ne sont pas du bon métier. Donc rappelez-vous, elle disait, je vais le remettre, sur les hospitalisations. Et on s'aperçoit qu'en 2020, seulement 2% des hospitalisations étaient liées au Covid. Alors certes, ce sont des hospitalisations qui durent un petit peu plus longtemps que les voilà, des hospitalisations qui durent un petit peu plus autres. longtemps que les autres. 18 jours en main. Et donc précisé par l'animateur, 18 jours. Donc on va voir l'hospitalisation, donc c'est en 2018 sur ce fichier de l'activité hospitalière, en 2017 pardon. La durée moyenne de séjour en hospitalisation complète en MCO, donc c'est en médecine, chirurgie, orthopédie, je crois, c'est 5,5 jours, plus élevé dans le public, 6 jours, voilà, 5 jours, 4 jours, 5 jours, 5 jours, voilà. Donc on a des chiffres qui sont de l'ordre de voilà, 5,5 jours. Et là on passe à 18 jours. Donc on a une moyenne qui passe de 5,5 jours à 18 jours en hospitalisation, non réanimation donc. C'est un facteur 3 à peu près de tête. C'est pas un petit peu plus long, comme elle le dit, c'est vraiment plus long, un facteur 3. Et pour la réanimation, on avait une estimation à 20 jours confiée par le docteur Kirzek, désolé si j'écorche son nom. Lui, donc, il disait un patient passe 5 à 8 jours en temps normal dans un service de réanimation, 20 jours pour le Covid. Donc là, on a un facteur 4 si vous prenez de 5 à 20, ou un facteur 2,5 si vous passez de 8 à 20, en gros. Toujours de tête. Non, ça doit faire pile 2,5, mais bref. Donc du coup, on a un facteur 3 d'un côté, facteur 2,5 ou 4 de l'autre. Bon, vous voyez que la durée de l'hospitalisation, c'est pas du tout la même. Et donc ça c'est important, puisque même si on n'a que 5% ou 2%, en fonction de si on parle de l'hospitalisation ou de la réanimation, sur l'année 2020, donc d'occupation des lits en tant que lit Covid, on a quand même une autre donnée à prendre en compte qui est qu'il y a un facteur 2,5 à 4 qui se balade, en fonction de quoi on parle. Et ça c'est pas négligeable, parce que une valeur aussi différente d'une valeur classique, ça doit être pris en compte. Je vous le traduis si jamais vous n'aviez pas compris. Si jamais en temps normal on a 5 patients qui chacun occupe un lit pendant 5 jours, on a 25 jours d'occupation de lit, peu importe le nombre de lits, mais il y aura 25 jours d'utilisés, peu importe que ça soit dans le mois ou dans l'année. Ces 25 jours-là, c'est si ça dure 20 jours avec des patients Covid, c'est un patient Covid, virgule quelque chose. C'est moins de 2 patients Covid. Donc c'est-à-dire que 2 patients Covid neutralisent neutralisent plus
l'occupation des lits gèle plus l'occupation des lits que 5 patients. Et en réanimation, bon, la différence est moins importante, mais elle est présente quand même. Du coup, on a une donnée qui est à prendre avec des pincettes, d'autant plus que cette information-là n'est pas remise dans le contexte de la durée. En tout cas, elle est mal remise dans le contexte, puisqu'elle nous attire l'attention là-dessus en disant c'est un petit peu plus long, mais c'est pas qu'un petit peu plus long, c'est beaucoup plus long. Donc entre 2 et 5% d'occupation, on compare une occupation par une personne non Covid d'une occupation par une personne Covid, sauf que il faut comparer ce qui est comparable. Si l'occupation est beaucoup plus longue avec une personne Covid, on ne peut pas juste comparer avec ces X%. C'est intéressant d'avoir ce chiffre, mais il faut le remettre dans le contexte, comme souvent dans les vidéos que je vous fais. La remise dans le contexte est très importante. Il y a aussi d'autres informations. On va reprendre la vidéo. On va laisser parler. Mais seulement 2% et 5% en réa. Et qu'est-ce que ça veut Donc dire? on a donné l'impression que les services étaient pleins à craquer de patients Covid et en fait ça n'était pas le cas. Donc aujourd'hui il est temps, maintenant les chiffres le sortent, quand on disait qu'on en faisait trop et qu'on était dans la peur et qu'on était dans l'hystérie, eh ben on avait raison, les chiffres sortent, on a confiné. Bon, j'arrête là, à la fin de la vidéo c'est à peu près pareil. En gros elle dit on en a trop fait, on a été trop dans l'excès, les mesures étaient trop fortes, on a fait peur aux gens, on a fait des dégâts. Je ne nie pas que des gens ont eu peur, je ne nie pas qu'il y a eu des dégâts aussi bien sur le mental que sur le moral que sur les prises en charge, donc au niveau médical, etc. etc. Il y a eu des dégâts par les prises en charge qui ont été faites par l'État français, mais en parallèle de ne pas nier ça, je n'aurais pas la prétention de dire ce qu'il aurait fallu faire, ce qui était mieux, mais on ne peut pas non plus tout jeter à la poubelle. Pourquoi? Parce que la progression du Covid, c'est une courbe comme ça, c'est une courbe qui est exponentielle. C'est lié à la vitesse de réplication du virus, à la contagiosité, etc. etc. Là, les chiffres dont parle la personne, c'est un rapport qui date de 2020, enfin qui date de cette année, mais qui est sur l'année 2020. Donc sur le début du Covid. C'est-à-dire, alors je pourrais pas vous dire où exactement sur la courbe, mais plutôt vers là que vers là. Donc du coup, plus le temps passe et plus on avance sur cette courbe et plus la progression est rapide, plus l'accélération accélère, entre guillemets. Donc les conclusions que tire cette personne sont d'autant plus à prendre avec des pincettes qu'elles sont de moins en moins vraies avec le temps. Puisque même si au début c'était pas très inquiétant, ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas par la suite, comme on peut le voir. Et les mesures qui sont prises par un État ne sont pas des mesures qui sont exponentielles. Elles sont au mieux à une... Enfin, même si elles ont une progression exponentielle, de toute façon, elles sont limitées à un moment donné. Il y a un moment donné, on ne peut plus prendre de restrictions, on ne peut plus imposer de restrictions, on ne peut plus prendre de mesures. Il y a un moment donné où on ne peut pas faire mieux. Alors le virus, certes, il y a un moment donné, il ne peut pas faire mieux non plus, une fois qu'il a contaminé la planète entière. Et ça donnera beaucoup plus de soucis que juste mettre un confinement généralisé au monde entier en même temps ou un couvre-feu généralisé, etc. Donc du coup, on a une lecture de cette personne qui ne prend pas en compte la progression exponentielle de la maladie et taper fort, on va dire, sur la maladie, c'est-à-dire prendre des restrictions fortes dès le début, donc dans la zone où c'est plutôt plat au niveau de la progression, c'est retarder d'autant la progression, c'est-à-dire qu'on aura toujours la même courbe si on relâche, mais elle commencera bien plus tard. Donc ça laisse du temps pour découvrir des remèdes et des vaccins, ce qui était le cas en 2020, puisqu'en 2020 on n'avait rien. Alors que si vous tapez fort à cet endroit de la courbe, en fait ça va infléchir la progression, mais elle continuera toujours, alors de manière plus ou moins forte, ça dépend de la manière dont vous tapez sur les contaminations, à quel point vos restrictions sont fortes. Mais donc on aura la même mesure ne fait pas le même effet sur la courbe en fonction de où vous appliquez l'effet. Et surtout, ce qui est vraiment malhonnête comme discours, c'est de s'en plaindre après coup que ce n'était pas nécessaire parce que il n'y avait pas de raison puisque vous avez vu au final c'était pas un problème. C'est comme si vous alliez chez le médecin, vous dites je suis malade, regardez, le médecin il fait ah oui il y a une infection, ah bah oui il y a une infection alors qu'est-ce qu'on fait docteur? Et le médecin il vous dit bah prenez des antibiotiques. Ah bon il y aura des effets secondaires, hein, vous allez avoir la diarrhée mais ça va vous aider.
Donc vous prenez vos antibiotiques, vous avez la diarrhée pendant quelques jours, vous avez peut-être mal au ventre, et derrière, bah, vous êtes guéri. Et là, vous allez voir votre médecin, vous dites, ah, bah, vous avez vu, j'ai guéri. Du coup, pourquoi vous m'avez donné des trucs qui m'ont filé à la chiasse? Il n'y a pas besoin, puisque j'ai guéri. Ah oui, sauf que vous avez guéri grâce aux antibiotiques. Alors, certes, il y a des anti-sciences, on va les appeler comme ça, qui disent que le masque n'a aucun effet, que euh, les couvre-feux et j'ai perdu le mot, et les confinements n'ont pas d'effet. Mais donc s'ils faisaient des recherches sur les moteurs de recherche de publications scientifiques, ils verraient que ce n'est pas le cas. Et du coup, puisque ces actions ont eu un effet, on ne peut pas se plaindre du fait que l'épidémie après coup ait été pas si importante, puisque justement c'est entre autres grâce à ces effets, grâce à ces actions. Et enfin, dernière petite chose, cette progression là en courbe exponentielle, on la voit aussi avec le nombre de cas donc en France. Vous voyez que le rapport il va jusqu'au 31 décembre hein, de 2020, puisque c'est un rapport sur l'année 2020. Et vous voyez que si on comptabilise tous ces cas là, mais ils ne représentent pas grand chose par rapport à tout ce qui est ici. Donc on voit bien que avec le temps qui avance, on a un nombre de cas qui est toujours plus grand. Surtout que là, en plus, sur la partie 2021, on a en plus de l'année 2020, on a un vaccin, on a des gestes barrières qui sont compris et appliqués par les gens, en tout cas plus qu'en 2020. On a une certaine compréhension du virus, de comment le combattre, etc. Donc voilà, on a quand même une meilleure gestion en 2021, normalement, en tout cas dans l'idéal, si les gens suivaient ces recommandations, qu'en 2020. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo-là. Les points essentiels à retenir, c'est que certes, on a l'impression, en regardant les chiffres, que 2 et 5% d'occupation, c'est pas énorme, mais bah, il faut les remettre dans le contexte. Donc, de différentes manières. Un, c'est qu'on parle du début, c'est 2020, on parle du début de l'épidémie, donc à un moment donné où elle n'est pas spécialement forte, avec d'ailleurs un variant qui n'est pas le variant Delta, donc un variant aussi qui est lui-même moins virulent. Donc on parle de choses qui sont de moins en moins comparables entre elles au fur et à mesure que le temps passe. Le fait que la durée de réanimation, enfin la durée en réanimation, d'hospitalisation en réanimation ou hors réanimation est différente. Donc tous ces petits critères-là font que, alors certes, peut-être qu'on a surdosé des actions. Hein, encore une fois, je ne critique pas ce qui a été fait par le gouvernement, non pas que je sois d'accord avec eux, hein, je suis plutôt contre le gouvernement actuel, mais d'une manière générale, mais je n'irai pas jusqu'à dire que ce qui a été fait a été mal fait et surtout pas de manière inutile. C'est surtout ça la chose à retenir. Ça a peut-être été mal fait, ça a sûrement été mal fait pour différentes raisons. Hein, le fait de ne pas avoir prévu des masques en réserve en cas d'épidémie au cas où, et le fait, encore pire, le fait de dire que de ne pas avouer qu'on n'en avait pas et de dire que c'était inutile alors que c'était utile. Voilà, toutes ces choses-là ont des répercussions, hein, bien sûr, sur la manière de percevoir les informations par le public après. Mais bref, je partais sur un autre sujet. Bref, tous ces détails que je vous ai donnés permettent de remettre un peu en situation les chiffres qu'elle donne cette personne et de ne pas arriver à la même conclusion qu'elle, de ne pas dire que au final 2 ou 5%, ça voudrait dire que au final le coronavirus c'est pas un problème pour l'hôpital et notamment pour le personnel hospitalier. Non, la réalité elle est tout autre. D'autant plus que quand vous êtes en Covid, en réanimation, les infirmiers et les médecins de réanimation doivent s'habiller d'une manière différente que quand vous n'êtes pas Covid, pour éviter de se contaminer et de contaminer leurs proches et leurs collègues. Donc du coup, il y a toute une démarche en plus, des habits, des protections en plus à porter, et tout ça, ça met un temps à mettre et à enlever à chaque fois que vous entrez et sortez de la chambre. Euh, et la durée donc supplémentaire nécessite donc des efforts supplémentaires de la part des équipes.
et explique d'autant plus la saturation par les services hospitaliers. Voilà, bonne journée à tous.